Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler des slashers. On parlera également de l'indemnité de clause de non-concurrence et également des 50 ans du cabinet BCTG. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Amélie Angédinger, avocate en droit social au sein du cabinet PDCB, pour parler des slashers. Amélie, bonjour. Bonjour Arnaud et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, qu'est-ce que les slashers ? Les slashers, en fait, ça vient de ce terme anglais, slash, qui désigne la barre oblique que l'on peut utiliser notamment lorsqu'on se présente sur les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn. Donc, par exemple, on peut avoir une personne qui se présente comme consultant / comédien par exemple et qui va justement utiliser ce slash et on va dénommer cette personne slasher. Alors depuis 2020, on a les dictionnaires français qui définissent finalement dans les dictionnaires cette notion de slasher, qui est une personne, alors généralement issue de la génération Y, qui va cumuler plusieurs activités ou fonctions, métiers, de manière cumulée tout à la fois. Et donc on a justement ce phénomène qui est en plein essor, qui concerne, selon les chiffres, plus de 4,5 millions de personnes. Alors, on les retrouve plutôt dans 39% des moins de 30 ans se disent slasher, contre 19% des plus de 60 ans. Mais c'est un phénomène, j'ai envie de dire, qui est pas vraiment nouveau, puisque si on prend le cas notamment de Léonard de Vinci, en son temps, il était considéré comme slasher, puisqu'il cumulait à la fois les activités de peinture, de sculpture, et donc on peut considérer que ça fait plusieurs années que ce terme finalement existe en France et à l'international. Donc Léonard de Vinci était un des pionniers des slashers. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Alors combien d'activités peut-on cumuler ? Alors on peut, sur le principe, cumuler plusieurs activités. Après, il y a des limites en fonction des statuts des personnes, comme on le verra juste après, ou en fonction de l'activité même, du métier exercé par la personne. Prenons le cas par exemple des fonctionnaires. Par principe, un fonctionnaire exerce l'activité qui lui était dévolue dans le cadre de ses fonctions. Alors après, il y a des exceptions, évidemment, où il peut exercer d'autres activités si, par exemple, il est à temps partiel, s'il crée ou il reprend une activité indépendante, mais c'est vraiment l'exception. De la même manière, par exemple, on a des métiers qui ont des limites de par la déontologie. Je pense notamment, par exemple, aux médecins ou aux avocats, où on a, par exemple, pour les avocats, on n'a pas la possibilité d'être gérant d'une société. Par contre, on peut tout à fait exercer des fonctions de formateur ou d'intervenant dans notre domaine. Des activités dites accessoires. Exactement. Donc ça, c'est du statut et de par les fonctions, mais on a aussi des limites, notamment pour les salariés qui cumulent plusieurs activités salariales. Pourquoi je dis ça ? Alors d'une part, un salarié est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur et notamment ne peut pas exercer une activité concurrente à celle exercée par son employeur. Ça, c'est la première chose. Et puis, on a de plus en plus des clauses d'exclusivité qu'on peut retrouver dans les contrats de travail qui interdisent aux salariés d'exercer une autre activité à côté de celle pour laquelle il a été employé. Et donc, de par finalement ces limites, j'ai envie de dire, on ne peut pas tout le temps exercer plusieurs activités. Mais quand on n'a pas ces limites, j'ai envie de dire, on peut exercer plusieurs activités. Et selon justement une étude OCDE, ils disent que une personne pourra exercer jusqu'à 13 activités dans quelques années. C'est possible ça, 13 activités vraiment ? Alors, on verra justement les petits points à la fin qui posent problématique et qu'il faut vraiment prendre en considération quand on veut exercer plusieurs activités. Alors, au niveau juridique, quel est le statut de ces slashers ? Alors, la question est intéressante. Pourquoi ? Parce que ces phénomènes slasher, donc qui est en plein essor, en fait, s'est développé en même temps que le développement du freelancing ou encore du développement du statut de micro-entrepreneur. Aujourd'hui, donc des personnes qui se disent slasher, on a environ 1,6 million de personnes qui va cumuler des activités uniquement salariales. Donc, il va y avoir plusieurs contrats de travail. Contre 500 000 environ qui exercent à la fois une activité salariale
et une activité indépendante. Donc en fait, j'ai envie de dire, tout dépend des limites qu'on a vues juste avant. C'est-à-dire si on a une clause dans notre contrat de travail qui nous interdit d'exercer une activité salariale, eh bien forcément, on ne pourra pas cumuler deux. Donc tout dépend finalement de la personne et des activités qu'elle exerce. Pour conclure, quelques recommandations pour ces slashers? Effectivement. Alors, il faut savoir que ce phénomène n'est pas très apprécié des employeurs. Pourquoi? Qui dit slasher dit personne qui finalement va cumuler plusieurs emplois et ne va pas exercer uniquement un emploi pour un unique employeur. Et donc, ça pose une question chez certains employeurs de stabilité. Alors, c'est sûr qu'il faudra pour avoir en tête cette considération-là, de dire que je me présente en tant que comédien / consultant / autre métier qu'il exerce, mais ça peut avoir aussi tout un risque lorsqu'on veut avoir une activité salariale à côté. Alors ça, c'est le premier point. Et un deuxième point, alors c'est en pleine actualité aussi, c'est la surcharge de travail. La surcharge de travail avec cette notion de burn-out qui va avoir vocation à se développer pour ces personnes qui vont cumuler plusieurs heures de travail d'affilée et qui peut mener justement à un phénomène de burn-out. À côté de ça, donc attention à la santé mentale, notamment lorsqu'on veut se lancer dans le slashing. Et puis à côté de ça, on a aussi le cumul des heures supplémentaires qui pose difficulté, puisque lorsqu'on exerce une activité salariale, on va être soumis à une durée de travail, à durée de repos, qu'il faut aussi respecter, et on a les employeurs qui vont avoir la possibilité de solliciter des salariés qu'ils attestent par écrit qu'ils respectent bien leurs obligations en la matière. Et donc, si on a un salarié qui se refuse à la tâche, eh bien, ça peut enclencher finalement la mise en place d'une procédure de licenciement. Et donc, j'ai envie de dire, pour terminer et pour conclure, eh bien, l'idée, c'est de bien regarder les contrats consignes, clause d'exclusivité par exemple, ou respecter les obligations en matière de durée de travail. On va conclure là-dessus. Merci Amélie d'être passée sur le plateau de Lex Inside. Merci à vous. Vous êtes toujours dans Lex Inside. On va parler de la clause de non-concurrence avec mon invitée Hélène de Saint-Germain, associée chez Cornet Vincent Ségurène. Hélène, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les modalités d'application d'une clause de non-concurrence? Les modalités d'application d'une clause de non-concurrence, c'est des conditions qui ont été fixées par la jurisprudence. C'est la limitation dans le temps, dans l'espace, la nécessité que ce soit conforme aux intérêts de l'entreprise, qu'il y ait une contrepartie financière et enfin que ce soit proportionnel à l'emploi. L'idée, c'est d'être pragmatique. On n'empêche pas les gens de travailler si on n'a pas des causes objectives et restrictives. Donc, restreindre, oui, mais permettre aux salariés de travailler aussi. Comment fixe-t-on le montant de cette clause de non-concurrence? Alors, on la fixe en principe en application des conventions collectives, qui est la barre minimum, le socle minimum du montant. Sinon, c'est d'un commun accord, mais ça ne doit pas être ridicule. Donc, ça doit être proportionné aux restrictions que vous imposez, ce qui veut dire que le juge pourrait considérer que si elle n'est pas suffisamment importante, la contrepartie, eh bien la clause est nulle. Un exemple pour illustrer ce propos? Alors en général, dans les conventions collectives, on est autour de 30% des rémunérations annuelles divisées par 12, puisqu'on verse mensuellement l'indemnité de non-concurrence et qu'elle est cotisée et chargée et qu'elle génère des congés payés. Est-ce qu'on peut modifier la somme convenue? Alors on peut la modifier d'un commun accord sans pouvoir descendre en dessous des socles, évidemment, puisque la convention collective est un minimum. Mais sinon, le principe, c'est qu'une fois qu'elle est engagée, et sauf l'accord de l'autre partie, plutôt pour la lever que pour la diminuer, en général, eh bien elle s'applique. Si on veut la modifier, ce serait un avenant au contrat de travail? Alors ce sera un avenant ou un accord au moment de la rupture, mais cet avenant sera quand même organisé de manière devra être contrôlé de manière très stricte pour s'assurer que le minimum de la convention collective soit respecté. Et bon, il faudrait qu'évidemment le consentement soit éclairé et obtenu dans des conditions où il n'y a pas de discussion sur le consentement. Donc c'est assez rare. On trouve plutôt des accords de levée.
C'est-à-dire qu'on décide d'un commun accord d'en réduire la durée ou on va décider de la lever purement et simplement quand ça n'est pas prévu au contrat préalablement. Alors, en cas de litige, justement, quand le Alors, salarié part, vous, qu'est-ce qui se passe? alors vous avez en général deux types de litiges. Vous avez des litiges qui portent sur la licéité, c'est-à-dire la validité de la clause de non-concurrence, parce que l'exercice est quand même assez difficile, que les employeurs ont tendance à mettre des clauses très larges, et qu'évidemment, quand les clauses sont trop larges ou trop restreintes, le salarié, et c'est le seul, a la possibilité de venir dire que cette clause est nulle. Donc ça, c'est le premier type de litige. Et donc, évidemment, il en ressortira que si la clause est nulle, elle ne s'applique pas. Bon. Et le deuxième type de litige, c'est j'ai une clause et je ne la respecte pas. Et là, c'est extrêmement compliqué parce que la charge de la preuve incombe à celui qui se plaint du non-respect de la clause et qu'il ne suffit pas d'avoir de simple présomption. Il faut vraiment prouver la violation de la clause. Et ça, l'exercice est assez difficile. Donc il existe des dispositifs un peu compliqués pour essayer de ramener la preuve, puisque le juge ne vous condamnera pas si, évidemment, on n'a pas la certitude que vous violez. Si la clause est violée, bien évidemment, la contrepartie n'est plus due. Et la deuxième chose, c'est que souvent dans les clauses, on prévoit que si tu la violes, il y a une clause, il y a une pénalité qui fait qu'on te dit, si tu la violes, il y aura une pénalité de temps. Alors cette pénalité-là, elle est réductible par le juge, alors qu'à l'inverse, la contrepartie financière, c'est comme un salaire, c'est comme la contrepartie d'une obligation, et donc ça vient encore d'être rappelé, le juge n'a pas la main pour le réduire. Il va l'appliquer, elle est licite, ça s'applique, elle n'est pas licite, on va avoir des débats pour savoir si malgré tout on l'a imposé, donc il faut payer, et puis, mais on ne pourra pas venir dire employeur, elle est excessive, je ne peux pas la payer, donc réduisez-la, comme vous pourriez l'avoir pour une pénalité côté salarié, disant que c'est excessif. Voilà. Est-ce qu'il y a, pour terminer, est-ce qu'il y a une tendance de fond de la jurisprudence sur cette question? La tendance, c'est de dire que c'est une liberté très importante, celle d'entreprendre, et donc les restrictions qu'on y apporte doivent être vraiment justifiées et ne doivent pas empêcher la personne de travailler. Donc la restriction est appréciée de manière assez favorable aux salariés, puisqu'on vérifie vraiment si les causes sont respectées. Et évidemment, le corollaire, c'est qu'il faut en plus que l'indemnité ne soit pas ridicule. Et donc la tendance aujourd'hui est de dire que quand vous imposez une clause de non-concurrence, côté employeur, il faut être certain que ça réponde à un besoin légitime et démontrable. Et côté salarié, que ça vous permette quand même de pouvoir continuer à travailler et à défaut, et quand ça restreint votre liberté, que vous soyez légitimement et normalement compensé. Donc c'est toujours une histoire d'équilibre et de balance. On va conclure là-dessus. Hélène, merci de votre éclairage. Je vous en prie, merci à vous. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler des 50 ans du cabinet BCTG avec mon invitée Sabine Depayret, associée chez BCTG. Sabine, bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler des 50 ans du cabinet, un mot sur son historique. Tout d'abord, je vous remercie de me donner l'occasion de raconter l'histoire fondatrice de ce cabinet. Ce cabinet a été créé en 1971, donc il y a maintenant quelques années, plus de 50 ans, avec des associés qui ont très vite positionné le cabinet à l'international, avec une clientèle principalement anglo-saxonne, puis qui s'est développée autour de clients asiatiques. Donc une volonté donc dès le départ affichée d'un cabinet très international avec une clientèle étrangère. Un développement qui s'est poursuivi jusqu'en 2010 sur cette lancée-là et qui était très positionné avec des dossiers très significatifs, des beaux dossiers, quelques très beaux clients, notamment à l'étranger, 2 filiales françaises de groupes étrangers, et donc qui en 2010 était un des cabinets qui avait vraiment su montrer ce développement international qui lui était très cher. En 2010, c'est un cabinet qui a subi un épisode un petit peu brutal avec la disparition de 2 de ses associés majeurs qui étaient vraiment porteurs des dossiers du cabinet. Cette disparition brutale est bien sûr totalement assez dramatique, nous a conduit à prendre des décisions et surtout de vouloir relever le défi. Et donc c'était un défi extrêmement important puisqu'il fallait non seulement être en mesure de garder cette clientèle et ces beaux dossiers,
de poursuivre cette aventure, cet héritage qui nous avait été laissé, et tout en accompagnant bien évidemment nos clients et de se projeter déjà sur un futur cabinet. Alors, comment s'est développé le cabinet? Alors, il s'est développé déjà avec l'association extérieure de deux associés, Hugues Villet et Paul Elfassi, respectivement en droit économique et en droit de l'énergie, droit public, qui sont venus vraiment compléter ces matières qui étaient essentielles et qui étaient déjà présentes, mais sur lesquelles on avait besoin d'un renforcement très solide. Puis on a également fait confiance à nos jeunes talents en associant deux collaborateurs qui avaient fait leurs preuves tout au long de cette période, qui sont François Daubin en droit économique et Alain de Rouget en droit des acquisitions et des sociétés. Plus récemment, nous avons demandé et obtenu donc que deux expertises, à notre avis, extrêmement importantes aujourd'hui compte tenu de l'évolution du marché. Caroline Goupil en droit des nouvelles technologies et Ludovic Babin en droit de la commande publique, qui nous ont rejoints tout récemment. Donc c'est aujourd'hui la preuve d'un cabinet qui a vraiment su se transformer, qui souhaite se développer au fur et à mesure que ce monde économique se renouvelle et innove. Et donc c'est aujourd'hui le constat d'un cabinet qui en dynamique, en pleine croissance. Absolument en pleine croissance, et qui en 1971 avait 10 avocats, en 2010 25. Et aujourd'hui, on est 50 avocats, sans compter effectivement le staff qui nous accompagne au quotidien. Alors, on pourrait imaginer que c'est un cabinet qui a effectivement pris du temps, mais je pense qu'il fallait prendre le temps, compte tenu de cette évolution assez inédite de ce cabinet, effectivement, mais qui a su assurer cette première transformation. Donc, une cinquantaine de cabinets, d'avocats, et le cabinet BCTG fête ses 50 ans. C'est une nouvelle étape. Quel est votre sentiment, justement, avec ces 50 ans du cabinet BCTG? Alors, ce sentiment, écoutez, d'abord, c'est un sentiment d'avoir réussi l'exercice, d'avoir su relever ce défi. Et peut-être avec une petite recette qui sont, je pense, d'abord une forte intelligence collective, vraiment une volonté de travailler ensemble, de nourrir cette intelligence collective en n'hésitant pas à assurer une transversalité entre nos équipes, c'est-à-dire que quand un dossier arrive qui fait appel à plusieurs compétences, on n'est pas polyvalent, mais on est capable d'aller chercher les compétences dans les autres équipes qui vont permettre de servir notre client. Et puis une ambition assumée, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec des clients significatifs, des dossiers très importants, notamment qui appliquaient beaucoup des relations à l'international. Et donc on avait, je crois, on nous avait appris effectivement des méthodes de travail qui nous permettaient de relever ce défi, et véritablement on a su assumer complètement cette ambition qui était de poursuivre l'aventure qui nous avait été laissée. Donc à l'occasion de ce 50e anniversaire, nouvelle ambition et nouveaux changements, le cabinet se transforme. Quels sont les principaux changements ? Alors, des changements, d'abord, ce sont des changements effectivement qui sont majeurs, mais peut-être préalablement, on peut souligner le fait que ces changements ne se sont pas faits tout seuls. Ça a été un accompagnement déjà de nos clients qui nous ont aidés aussi à faire ce changement, de nos équipes de staff interne, d'une réflexion aussi menée avec nos collaborateurs et puis bien sûr entre associés. Et donc c'est un travail véritablement collectif qui rejoint l'intelligence collective dont je parlais tout à l'heure, qui a permis ces transformations. Alors on a 3 projets majeurs. D'abord le déménagement effectivement dans des locaux qui vont je pense refléter plus l'image que l'on souhaite donner, effectivement, qui était peut-être un peu discrète, peut-être un peu plus désuète, et aujourd'hui, on a vraiment choisi des locaux à l'image de cette modernité et de cette transversalité qu'on souhaite vraiment mettre en avant pour poursuivre ce développement. Donc ça, c'est la première transformation. Deuxième transformation, c'est la refonte de notre identité visuelle. Là aussi, une refonte d'une identité qui va être plus lisible, plus sobre, qui va être très dédiée à nos clients, qui va pour principal objectif de
pouvoir donner à nos clients la possibilité de comprendre effectivement ce qu'on attend, ce qu'ils peuvent attendre de nous, et de leur donner effectivement notre capacité, de leur montrer notre capacité à identifier leurs besoins. Une identité aussi très tournée vers l'international, qui fait preuve de curiosité, et surtout qui va mettre la preuve de notre expertise au centre de cette communication. Ça, c'est notre deuxième projet. Et notre troisième projet, on est un peu tous confrontés à cette évolution majeure qui est l'évolution du monde économique avec la transformation digitale. Et nous allons là aussi nous entamer un projet qui est déjà entamé, mais qui va être vraiment développé désormais, qui est la transformation digitale du cabinet. Et ça, cette transformation, elle recouvre plusieurs thèmes, puisque c'est aussi bien une transformation pour mieux servir notre client. On a des clients aujourd'hui qui sont très connectés, qui nous demandent d'être connectés, donc il va falloir effectivement qu'on assume aussi cette connectivité. C'est aussi une transformation digitale pour améliorer notre expertise, puisqu'aujourd'hui la digitalisation des données juridiques nous conduit effectivement à être mieux connectés sur l'évolution du droit et sur l'évolution des différents secteurs. Et bien évidemment, on le sait aussi, cette digitalisation améliore l'efficacité et la productivité des cabinets d'avocats. On va conclure là-dessus. Bon anniversaire donc au cabinet BCTG et à tous les avocats et au personnel qui compose cette structure. Merci Sabine de Payret d'être passée sur le plateau de Lex Inside. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.